Au sommaire de cette édition de l'actualité, 100 milliards de dollars pour relancer l'économie africaine. Le sommet sur la reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement annonce les couleurs à Abidjan. Le président du Faso prend part aux travaux dont nous aurons l'ouverture dès le début de ce journal. Situation nationale, le son de cloche de l'opposition non affiliée dans ce journal assure également le report de l'élection du bureau de la CENI. À 64 ans, c'est l'une des candidates les plus âgées à la session 2021 du baccalauréat au Burkina Faso. Nous avons rencontré Salamata Savadogo sur ses motivations. Vous l'entendrez dans quelques instants. Et puis dans ce journal, intempéries meurtrières en Allemagne, des pluies diluviennes font plusieurs morts et plusieurs dizaines de disparus dans la partie ouest du pays. Une actualité que nous suivrons en fin d'édition. Bonsoir à tous, merci de votre attention. À Abidjan, ce matin, le président Alassane Ouattara joue à fond la carte de la solidarité internationale pour aider l'Afrique à faire face à une crise multidimensionnelle. L'appel est lancé par l'hôte du jour à l'ouverture du sommet sur la reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement, IDA. Les ambitions financières sont importantes, 100 milliards de dollars pour booster l'économie du continent. Le président du Faso et une dizaine de ses pairs prennent part à la réunion de haut niveau dans la capitale économique ivoirienne. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Maïmouna Traoré. Ce sommet a été marqué par la traditionnelle photo de famille, une famille unie pour soutenir la reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement IDA en vue de relancer l'économie des pays africains éprouvés par la pandémie de Covid-19. Selon le président ivoirien Alassane Ouattara, l'Afrique a connu en 2020, en plus des attaques terroristes, la contre-performance la plus importante jamais enregistrée avec un taux de croissance négatif de 1,9% et une augmentation de 32 millions de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Malgré les efforts en matière de finances, de suspension de la dette et de mise à disposition des vaccins, d'énormes défis restent à relever. L'Afrique a besoin de 100 milliards de dollars pour relancer son économie. Notre réunion d'aujourd'hui vise à arrêter nos priorités communes de développement et à faire, dans le cadre de la reconstitution des ressources de l'IDA, un plaidoyer auprès des principaux donateurs de l'IDA afin de mobiliser au moins 100 milliards de dollars en vue de relancer nos économies. Et ce serait le montant le plus important jamais mobilisé à ce jour. Après cette cérémonie, Roch-Marc Christian Kabouré et ses pairs, appuyés par les experts de la Banque mondiale, se sont retrouvés en huis clos. Un huis clos qui s'est achevé avec une déclaration dite d'Abidjan qui retrace les priorités et les engagements des chefs d'État africains pour améliorer les capacités d'absorption de leur pays et la transparence dans l'utilisation des ressources de l'IDA. La relance économique est une priorité. Notre région doit rapidement sortir de la crise pour entamer la dynamique vertueuse d'amélioration des indicateurs économiques, sociaux et de bien-être des populations. Elle impliquera la transformation structurelle et spatiale de nos économies à travers la transformation de nos matières premières, une meilleure diversification économique, un développement des échanges intra-pays, de même que le renforcement de la coopération entre nos États, notamment grâce à la zone de libre-échange continentale africaine. Les pays africains appellent à plus de solidarité pour construire un monde plus prospère. Cette injustice-là doit se réparer dans une sorte de solidarité que nous devons avoir ensemble au plan mondial. Donc, on espère que le message est bien compris et que les différents pays feront en sorte que ce déséquilibre-là, nous puissions le faire parce que, vous savez, un monde qui se développe dans le déséquilibre, c'est un monde qui restera forcément dans une crise très violente. Le président ivoirien invite le Fonds monétaire international à accepter d'augmenter le plafond du déficit des pays d'Afrique subsaharienne comme cela a été fait pour les pays européens. En marge du sommet, le président du Faso a des échanges avec le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Ousmane Diagana se réjouit de la participation du Burkina Faso, l'un des grands bénéficiaires des fonds IDA, à la rencontre de haut niveau d'Abidjan. La synthèse de l'audience avec Maïmouna Traouri. Échange entre le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Ousmane Diagana est venu remercier le président du Faso qui a effectué le déplacement d'Abidjan pour prendre part à la conférence sur la reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement IDA. Pour lui, la contribution du Burkina Faso est beaucoup attendue car il est l'un des pays qui utilise efficacement et de façon efficiente les ressources de l'IDA. Nous avons discuté qu'au-delà de la mobilisation, il faut penser à une utilisation encore beaucoup plus ambitieuse de ces ressources. Dans les pays africains, en particulier dans nos pays ici du Sahel, les besoins sont extrêmement importants parce que la sécurité et les dépenses sécuritaires impactent très fortement sur les budgets de l'État et les greffes. Et par conséquent, évidemment, ça se fait parfois au détriment du financement des secteurs sociaux et des secteurs de développement. Les besoins des infrastructures sont extrêmement importants. Le financement de l'éducation, de la santé, surtout dans ce contexte de Covid. Selon toujours Ousmane Diagana, les ressources qui seront mobilisées seront affectées prioritairement aux secteurs sociaux pour soutenir la relance de l'économie des pays africains et la conception de programmes novateurs en vue d'améliorer le bien-être des populations. Retour au Burkina pour l'actualité nationale que nous ouvrons par la 22e session de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État à Ouagadougou. De 228 milliards de recettes en 2019, les EPE ont mobilisé 263 milliards de francs CFA en 2020, soit une hausse de 15%, une belle performance saluée à l'ouverture des travaux. Ce matin, nous disent Roger Kam et Moumouni Soubega. De 228 milliards de francs CFA en 2019, les recettes des établissements publics de l'État EPE sont passées à 263 milliards en 2020, soit une hausse de 15,40%. C'est ce qui ressort du rapport financier de la 22e session de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État. Pour cette session, les rapports financiers de 112 établissements publics de l'État, dont 18 fonds nationaux, font l'objet d'examen. Les dépenses se situent autour de 228 milliards avec une évolution de 14% par rapport à 2019. Alors, en ce qui concerne les fonds nationaux, les recettes sont établies à 172 milliards avec une progression de 70% par rapport à 2019 et les charges se sont arrêtées à 101 milliards avec une progression de 27% par rapport à l'année 2019. Alors, ces résultats montrent quand même qu'il y a des performances qui sont enregistrées au niveau des établissements publics. Parmi les 112 EPE, 4 n'ont pas pu présenter leurs états financiers en bonne et due forme, compte tenu du fait qu'ils n'ont pas disposé à tant d'organes d'administration de gestion conformément à la réglementation. Il s'agit de l'École normale supérieure de Koudougou, du FONAFI, du Fonds spécial routier et de l'Université virtuelle du Burkina. Comme en 2019, le taux de réalisation des prévisions de recettes est supérieur à 80%. D'où la satisfaction du Premier ministre. Christophe Dabiré salue les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux des établissements publics de l'État qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre ces résultats malgré le Covid-19. Les résultats positifs réalisés par nos établissements publics sont à mettre à votre actif et à ce titre, je vous rends un hommage mérité. Nous devons en particulier saluer votre très forte capacité d'adaptation face à la crise sanitaire liée au Covid-19. Vous avez su intégrer dans votre gestion ainsi que dans les comportements quotidiens de l'ensemble des acteurs les effets néfastes de cette pandémie. Ces résultats positifs ne doivent cependant pas nous amener à occulter certaines insuffisances qui caractérisent la gestion de nos établissements publics de l'État. Je vais parler, entre autres, des efforts insuffisants en termes d'exécution des budgets qu'enregistrent certains établissements publics de l'État, de l'augmentation sans cesse des dépenses de fonctionnement qui, très souvent, évincent les efforts d'investissement, de la hausse continue de la dette de certains établissements.
La qualité des services rendus aux usagers des établissements publics de l'État, enjeux, mesures et perspectives, c'est le thème de la 22e session de l'Assemblée générale des EPE. Cette Assemblée générale vise à évaluer les performances des différents établissements publics de l'État et à identifier les difficultés qui entravent les bonnes marches. Il est également attendu de cette Assemblée générale des recommandations afin de rendre plus performants les EPE et d'améliorer la qualité de leurs services. Nous allons à la représentation nationale où le chef du Parlement burkinabé reçoit en audience dans la matinée le nouvel ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina Faso. La coopération parlementaire est au centre des échanges, nous confie Daouda Ouattara et Oumou Sissé. C'est sa toute première visite en tant qu'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Burkina Faso ici à l'Assemblée nationale. Une visite de courtoisie mise à profit pour parler coopération entre le Parlement saoudien et celui du Burkina Faso. L'Arabie Saoudite et Burkina Faso et entre le Majlis al-Shura en Arabie Saoudite et le Parlement au Burkina Faso. Inch'Allah, on va travailler ensemble et on va renforcer les relations entre les deux amis pays. Une coopération interparlementaire appelée à se renforcer. Au-delà de la coopération entre les parlements, l'Arabie saoudite intervient au Burkina Faso dans les secteurs des infrastructures routières, des aménagements hydro-agricoles, de l'eau et de l'assainissement et dans le domaine de la santé. Actualité politique à présent, le renouvellement du bureau de la Commission électorale nationale indépendante prévu pour cet après-midi est reporté à lundi prochain. Décision prise par le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation suite à l'absence constatée d'une partie de commissaires dont les représentants de l'opposition. Les précisions sont données à la presse en présence de Kwale Nebié et Pascal Kané. Et nous avons décidé de reporter ce vote. Il faudra encore attendre lundi prochain pour connaître probablement le nom du président et les vice-présidents de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Convoqué ce soir par le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation pour l'élection du bureau de la CENI, 6 commissaires ne se sont pas présentés. Nous avons constaté que 9 commissaires ont répondu présents et que 6 commissaires ne sont pas venus. Point n'est besoin de vous dire les raisons pour lesquelles certains commissaires ne sont pas venus. Nous avons considéré qu'il était important, une fois de plus, de donner des chances au dialogue, à la concertation, aux solutions négocier afin de préserver la paix, la quiétude, la sérénité des institutions, en l'occurrence ici la Commission électorale nationale indépendante, dans notre pays. Donner une chance au dialogue et espérer que bientôt les positions vont évoluer. C'est l'option choisie par le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Le gouvernement montre ainsi sa forte prédisposition à encourager ce dialogue entre toutes les composantes qui ont désigné des représentants dans cette institution. Et donc, nous n'avons pas voulu que l'élection se déroule, même si une majorité s'est présentée, et nous avons plutôt décidé de reporter ce vote au lundi prochain à 15h. Clément Pengramende Sawadego invite tous les protagonistes à privilégier l'intérêt général afin d'éviter une crise institutionnelle au Burkina Faso. Et l'opposition politique non affiliée qui fait sa lecture de la situation nationale et présente dans la foulée sa plateforme d'action politique à la presse, le son de cloche de l'ONA avec Bernard Kambelem et Maxime Zongo. 2 grands points étaient essentiellement au centre de la conférence de presse de l'opposition politique non affiliée. D'une part, sa plateforme d'action politique et d'autre part, les positions existentielles de l'ONA. Avec la PMP, le cadre de concertation du CEFOP, l'ONA est le 3e bloc
incontestable de la classe politique burkinabé. L'ONA, dans ses déclarations et analyses précédentes, a bien montré que la loi sur le statut de l'opposition politique au Burkina Faso comporte beaucoup de lacunes et d'imprécisions. L'ONA a appelé à modifier cette loi pour assainir et rendre objective la gestion de la classe politique et de l'opposition politique au Burkina Faso. En tout état de cause, dans sa version actuelle, cette loi autorise l'existence de l'ONA. L'ONA continuera à réclamer par tous les moyens la légalité et la légitimité de sa prise en compte en tant qu'entité autonome dans la gestion des affaires politiques nationales. En tant que bloc de l'opposition, évaluera, critiquera et appréciera la politique du gouvernement. L'ONA engage le gouvernement à mieux équiper et à mieux traiter les FDS, à protéger les VDP et les populations, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. L'ONA appelle les acteurs dirigeant le processus à adopter honnêtement une démarche inclusive et générale pour ne pas que la réconciliation entamée sous le MPP ne ressemble au pardon précédemment déclaré sous le CDP, la prise en compte de l'ONA dans les grands dossiers d'importance nationale. L'ONA, qui récuse le format actuel du dialogue politique mené, selon elle, entre l'APMP et le CEFOP, rejette la désignation qu'elle estime unilatérale par le CEFOP des commissaires représentant l'opposition à la CENI. Sur le foncier, l'ONA invite à la tenue des États généraux et conseille d'entreprendre une réforme agraire et foncière. Autre actualité dans ce journal, l'avant-projet de loi portant promotion immobilière au Burkina Faso, objet de concertation à Ouagadougou. Autorités en charge de l'habitat, promoteurs immobiliers, techniciens du domaine et autres personnes de ressources sont appelés à échanger sur ce point du foncier qui fait couler encre et salive. Le but étant de proposer un avant-projet de loi pour mettre fin à la vente irrégulière de terrain. Précision avec Adam Aguiti et Nyarkiteda. Objet de toutes les convoitises, le domaine foncier est au centre de cette rencontre. C'est une rencontre pour tirer tout au clair en vue de mettre fin aux dérives dans le domaine foncier. Le domaine traverse actuellement une zone de tourmente avec comme vecteur directeur les promoteurs immobiliers. Le constat désolant et alarmant est que ni la terre rurale, ni la terre urbaine n'est épargnée par le passage vorace de ceux qui parcellent et revendent des morceaux de terre au nom de la promotion immobilière. Pour y faire face, l'État décide de relire les textes. Et à cette rencontre, il s'agit pour les participants d'examiner et de valider l'avant-projet de loi pour assainir ce milieu en pleine ébullition. Avec cette loi, désormais, ceux qui veulent faire de la promotion immobilière feront uniquement et exclusivement de la promotion immobilière, c'est-à-dire construire des logements décents, abordables pour nos populations et principalement en zone urbaine. C'est une réforme controversée certes, mais pour le ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat, il faut le faire car l'avenir du pays en dépend. Et pour mieux le faire, le processus est voulu inclusif avec à leur côté non seulement les promoteurs immobiliers, mais aussi et surtout les leaders religieux et coutumiers. Et le Conseil national de secours, d'urgence et de réhabilitation appelé à faire face à une crise humanitaire sans précédent. Et avec cela, de milliers de sinistrés enregistrés depuis l'installation de la saison des pluies. La situation est présentée à la 14e session du CONASUR centrée sur le relèvement des déplacés internes et des communautés hautes. L'ouverture de la rencontre avec Kwalen Ebi et Wendata Nathalie Kaoré. À la date du 30 juin 2021, les personnes déplacées internes au Burkina Faso se chiffrent à environ 1 318 000 installées dans 271 communes dans toutes les 13 régions. À côté des PDI, il faut aussi prendre en charge 20 000 sinistrés enregistrés récemment suite à des vents violents et à des inondations. Les ressources sont rares, d'où la nécessité de réorienter les actions à travers une stratégie nationale de relèvement des personnes déplacées internes et des populations hautes.
Aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester dans l'urgence humanitaire seulement. Il faut voir pour rester dans le nexus qui est humanitaire, développement et paix. Voir comment nous pouvons construire la résilience de ces personnes déplacées internes et populations hautes, bien entendu, parce que c'est des populations qui accueillent ces personnes. C'est elles qui sont là aux côtés de ces personnes avant l'État, avant toute personne. Donc, il était bon de réfléchir comment nous pouvons faire un accompagnement adapté. Pour le cas particulier des sinistrés recensés depuis l'installation de la saison des pluies, des actions d'urgence sont déjà engagées par le gouvernement. Nous avons commencé avec le Fonds national de solidarité à faire un transfert monétaire pour accompagner. C'est vrai que c'est pas suffisant. Et nous avons aussi accompagné certains cultivateurs ou certaines familles qui ont été affectées par la perte de leurs céréales. Quant aux prochaines activités en faveur des personnes déplacées internes et des sinistrés, elles seront définies au cours de cette session du Conseil national de secours, d'urgence et de réhabilitation. À l'ouverture de cette session du CONASUR, le gouvernement a rendu un hommage mérité au système des Nations Unies, aux ONG humanitaires et à l'ensemble des acteurs locaux qui se mobilisent au quotidien pour la résilience des populations touchées par la crise humanitaire. Et au chapitre sécurité alimentaire, le Burkina Faso prépare activement le prochain sommet mondial sur les systèmes alimentaires durables. Les deuxièmes concertations nationales se tiennent depuis ce matin à Ouagadougou. Les ambitions du pays sont dans le domaine donc sont affichées et c'est Moussa Ouedraogo et Ernest Kambiré qui nous résument tout cela. C'est un tournant décisif qui s'amorce ici dans le cadre des rencontres préparatoires du sommet mondial de septembre prochain sur les systèmes alimentaires durables. Placé autour des dynamiques de production, de diversification, de transformation, de fertilisation, enrichissement, de conservation, stockage et de commercialisation qui garantissent une qualité nutritionnelle et sanitaire des aliments au profit des populations, ces deuxièmes concertations nationales vont permettre aux experts d'interroger tous ces maillons de la chaîne alimentaire. Cela voudrait dire quoi? Que chaque maillon, quand vous prenez la production, nous avons parlé tantôt des pesticides, en même temps permettre d'intensifier la production, constitue également un danger pour la santé humaine. Quand vous prenez nos modes de transformation, il y a des produits qui ne sont pas adaptés, qui sont nuisibles à la santé humaine, qui sont utilisés dans la transformation. Et lorsque nous allons arrêter la voie nationale, elle devrait pouvoir s'imposer à tous les citoyens burkinabés, parce que ce serait un engagement national. Les enjeux sont donc énormes et la dynamique est lancée. Reste à la douzaine d'experts scientifiques et à la vingtaine d'autres venus de tous les horizons d'apprécier et de donner leur point de vue au cours de cette réflexion d'envergure nationale. Cette deuxième concertation va permettre davantage d'informer l'ensemble des acteurs sur ce que nous avons retenu pour qu'ensemble nous puissions voir dans quelle mesure on peut inverser la tendance à l'insécurité alimentaire, et faire en sorte que l'affaire zéro soit vraiment notre objectif pour l'agenda 2030. Les options se dessinent donc à cette étape pour un engagement national en faveur des systèmes alimentaires durables qui tiennent compte des réalités et enjeux du moment pour la fin zéro d'ici à l'horizon 2030. Développement des technologies de l'information et de la communication en Afrique, le Burkina Faso propose une stratégie pour le développement du numérique sur le continent. Le schéma directeur réalisé dans le cadre de l'Alliance Smart Africa est signé hier à Ouagadougou sous le regard des parties prenantes et le tout par visioconférence, ça nous indique Amadou Ilboudo et Vincent Kindrebego. Au nom du président du Faso, Adja Fatimata Ouattara signe le chemin directeur pour le développement des compétences et le renforcement des capacités dans les TIC en Afrique. Un document produit par le Burkina Faso en partenariat avec le secrétariat de Smart Africa. Ce document a été élaboré dans le cadre de l'Alliance Smart Africa et donc Monsieur le Président du Faso est le chef de file en ce qui concerne le renforcement de capacité au niveau de Smart Africa. Il nous a instruit d'élaborer une stratégie de développement de compétences numériques et cette stratégie a été développée et élaborée et ça a été adopté en 2019 lors du forum Transform Africa à Kigali. Le document d'une portée continentale fait le diagnostic de l'état du digital en Afrique et propose des solutions pour le développement de projets innovants afin que le continent participe à la révolution numérique en cours.
l'ambition des chefs d'État, c'est que ce soit des experts africains eux-mêmes qui produisent, qui réalisent ces projets digitaux. Et ce document donc va permettre aux pays africains d'élaborer des plateformes intelligentes, des plateformes intégrées pour les Africains. Et maintenant, nous allons travailler bien sûr à aussi exporter. La coopération norvégienne a financé le schéma directeur réalisé avec le concours du cabinet OnePoint. Le document sera par la suite adopté par les chefs d'État de l'Alliance Smart Africa en septembre prochain. C'est une retraitée de la fonction publique qui se lance dans un nouveau challenge pour une seconde vie active. Salamata Sawadougou, à 64 ans, va à la conquête du baccalauréat, faisant d'elle l'une des candidats les plus âgés de la présente session. Quelles sont les motivations réelles de Dame Sawadougou? Élément de réponse avec Drissa Traoré et Ismaël Saturnet, Paris. Ça vaut au moins 7 fois que je tente le bac. Il y a des moments où je me décourage, je lâche, et il y a des moments où je reprends. Que faire avec le bac si on est âgé de 64 ans et déjà admise à la retraite? Salamata Sawadougou a la réponse. Notre candidate libre compose le baccalauréat série G2, session 2021 avec des jeunes candidats dont certains ont l'âge de ses petits-enfants. Ça va servir à ma satisfaction personnelle d'abord. Et j'espère donner l'exemple aux jeunes, en particulier les femmes, parce qu'elles sont les bases de la famille. Quand une femme a une éducation assez élevée, elle contribue à l'éducation de son enfant, même son mari, puisqu'on dit toujours que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Donc les décisions se prennent toujours avec les femmes à la maison. Donc si la femme n'a pas un bon niveau, elle ne peut pas accompagner son mari. Lycée Wenzen Koulibaly de Bobo Dioulasso. Jury 428, c'est là que notre sexagénaire compose. Candidats et examinateurs, tous sont étonnés de la voir à cet âge, aller à la conquête du baccalauréat. Ça fait 5 ans que je suis président du jury, mais je n'ai pas encore rencontré ce cas-là. Donc c'est la première fois que je rencontre ce cas. Ça m'a donné des frictions et j'étais en même temps content. Quand je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était vraiment preuve. Voilà, que c'est quelqu'un qui tient à avoir le bac. Le premier jour, quand je l'ai vu, je pensais que c'était surveillante. Mais quand je l'ai vu s'asseoir, je dis ah, ça m'a un peu étonnée qu'une vieille personne vienne s'asseoir pour un examen du baccalauréat. Mais je trouve que c'est bien, ça nous encourage beaucoup. Selon les textes, souligne le premier responsable de l'enseignement secondaire de la région des Hauts-Bassins, il n'existe pas de limite d'âge pour un examen scolaire. Donc, avec le courage, chacun peut toujours rattraper son retard, s'il le veut. Il y a quelques années, c'était un candidat de plus de 70 ans qui s'est présenté au certificat d'études primaires. C'est le courage que ces candidats et ces candidates ont chaque année de se présenter aux examens pour montrer aux plus jeunes qu'à tout âge, on peut passer un examen scolaire. Pour le moment, réussir au bac est le vœu le plus cher de Salamata Sawadougou. En tout cas, à travers son engagement, elle montre que l'âge n'est pas un handicap pour aller à la conquête des diplômes. Oui, la proclamation des résultats du baccalauréat, c'est demain, 16 juillet. Salamata Sawadougou sera bien sûr fixée sur son sort et nous vous tiendrons informés de tout cela. 15 juillet, journée de démocratie et de l'unité nationale de Turquie, instituée par Ankara en hommage aux martyrs du coup d'État perpétré par l'organisation dirigée par Fethullah Gülen. Le 15 juillet 2016, les Turcs du Burkina Faso et leurs amis commémorent ce qu'ils qualifient de résistance au terrorisme. La soirée d'hommage et de souvenirs résumée par Draman Dadian. C'est une parenthèse sombre de l'histoire de la République de Turquie. 251 morts et plus de 2000 blessés. C'était le 15 juillet 2016. Ce jour-là, la Turquie a failli sombrer. N'eût été l'appel à la résistance lancé par le président Erdogan pour faire échec à Gülen et son groupe. La suite des événements est contée ici par l'ambassadeur Erdem Ari à ses convives. FETÖ est une menace sérieuse contre les acquis républicains et démocratiques de la Turquie, mais aussi pour le monde entier.
nos concitoyens ont fait preuve d'une maturité démocratique exemplaire et héroïque. En hommage aux martyrs et à la résistance du peuple turc, le 15 juillet a été instituée journée de démocratie et de l'unité nationale de Turquie. La Turquie reconnaissante se veut solidaire du Burkina, qui fait aussi face à l'hydre terroriste. Je voudrais remercier une fois de plus le gouvernement burkinabé qui a soutenu la résistance héroïque de notre peuple et a condamné cette attaque terroriste du 15 juillet avec fermeté. À cette occasion, je voudrais transmettre mes sincères condoléances aux familles des civils et des forces de défense et de sécurité ayant perdu la vie à cause des attaques terroristes survenues au Burkina Faso. Plus de 300 Turcs séjournent actuellement au Burkina, pour la plupart des hommes d'affaires, intervenant dans plusieurs secteurs de développement. La fête nationale française commémorée également à Ouagadougou hier 14 juillet à la résidence de l'ambassadeur de France. Français et amis de la France se sont retrouvés pour une soirée certes festive, mais aussi pour un moment d'histoire et d'engagement à toujours renforcer la coopération bilatérale. Les temps forts de la soirée avec Moussa Ouedraogo et Draman Tatian. Loin des Champs-Élysées, c'est ici à la résidence de l'ambassadeur Luc Alade que la communauté française vivant au Burkina célèbre le 14 juillet, la fête nationale française. Petit cours du soir sur la prise de la Bastille, puis ce toast, au nom de l'unité retrouvée. Cette fête, c'est aussi la vôtre, chers amis burkinabés ou étrangers. Non parce que la France prétendrait comme la Statue de la Liberté, mais parce que le 14 juillet 1789 représente une date symbolique. Cette période révolutionnaire n'a pas été sans heurts ni massacres. Elle a aussi été une période de guerre pour bouter l'ennemi hors de nos frontières. Ce qui est identique, c'est la menace qui pèse sur l'existence même de la nation. Le terrorisme est aujourd'hui une menace. Même si le rôle de la France au Sahel est parfois incompris, foi du diplomate français, le Burkina est en guerre contre un ennemi commun et peut donc compter sur ses partenaires. Bien sûr, la lutte armée est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour vaincre l'hydre terroriste. C'est pourquoi la France, avec d'autres partenaires, notamment européens, américains et d'autres, se tient aux côtés des autorités burkinabées, non seulement pour les appuyer dans ce combat, mais aussi pour contribuer au développement du pays. Et ce sont des liens, nous le savons, déjà anciens, des liens qui autrefois étaient tumultueux, mais qui aujourd'hui se posent de plus en plus comme étant des liens de partenariat mutuellement avantageux. Coopération en matière de développement et de sécurité, à l'image de ce cocktail franco-burkinabé ce 14 juillet. C'est aussi un engagement à plus de solidarité entre partenaires. Et tout à côté, en Allemagne, ces intempéries meurtrières de violentes pluies diluviennes suivies d'inondations qui ont fait une quarantaine de morts et des disparus à l'ouest du pays. Les pluies abondantes ont provoqué d'importantes inondations en Europe de l'Ouest. En Allemagne, dans la petite ville de Schuld, en Rhénanie-Palatinate, 6 maisons ont été emportées dans une rivière dans la nuit de mercredi à jeudi. Au moins 4 personnes ont été tuées et plus d'une cinquantaine sont portées disparues. La situation ne devrait pas s'arranger de sitôt. Les autorités locales prévoient de nouvelles précipitations dans les prochains jours. En Belgique aussi, de nombreux cours d'eau sont sortis de leur lit, provoquant des inondations, notamment en Wallonie. Au moins 2 personnes seraient mortes selon la presse belge et plusieurs centaines de personnes ont dû être évacuées et relogées ces derniers jours. Une grande partie du pays est toujours en alerte orange, mais la situation devrait commencer à s'arranger ce jeudi. La Suisse, elle, surveille de près ses lacs et ses cours d'eau et se prépare à un risque d'inondation. Plusieurs lacs ont atteint ou atteindront bientôt leur niveau maximum et la protection des berges de nombreuses rivières, notamment la Reuss, a été renforcée. Et puis ce soir, le rendez-vous, c'est la cérémonie des prix Galien qui récompense les acteurs
du monde des médias. La soirée est retransmise sur les antennes de votre chaîne nationale. Nous retrouvons Ruth Bini-Ouattara sur place à la salle des banquets de Ouaga 2000. Ruth, bonsoir. Quelle est l'ambiance à quelques minutes du début de cette soirée? Marguerite Douaneau et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Il faut dire que l'ambiance est bonne ici à la salle des banquets de Ouaga 2000. Tout est fin prêt pour la 24e nuit des Galians. Le rendez-vous traditionnel qui va une fois de plus récompenser les professionnels de l'information et de la communication dans les catégories langue nationale, presse écrite, presse en ligne et en audiovisuel et sonore. Et pour cette édition, ce sont 129 candidats qui ont postulé avec 258 œuvres. Il y aura 20 prix officiels et 10 prix spéciaux. Souvenez-vous également, Marguerite, depuis 2017 a été institué un super Galian. Le meilleur des meilleurs repart avec une villa de 20 millions et l'enveloppe de 3 millions offerte par le chef de l'État. Qui succédera donc ce soir à Cheikh Tika Sawadogo du Faso.net? La réponse, c'est tout à l'heure à 21h. Nous serons en direct sur la RTB et avec les médias partenaires. À tout à l'heure, donc, Ruth, à 21h pour l'animation de cette belle soirée qui récompense les acteurs du monde des médias. Et c'est la fin des actualités dans cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous, ici à Kanana. On vous donne rendez-vous à partir de 23h pour la dernière session d'information. Donc, je vous souhaite une très belle soirée tout à l'heure à 21h. Donc, vous suivrez le rendez-vous des prix Galian.